Et bienvenue, le 10h midi continue sur Sud Radio avec nos débatteurs du jour. On va les saluer, on est ravis de les retrouver pour ce lundi de Pentecôte avec nous Michel Taube. Bonjour Michel, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Jérôme Rivière, bonjour. Bonjour. Bonjour Jérôme, président du groupe Rassemblement National au Parlement Européen. François Coq est avec nous également aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour. Enseignant, essayiste et auteur de L'impératif démocratique. Et puis Georges Kuzmanovic. Bonjour Georges. Bonjour Christine. Bonjour, président de République Souveraine. Alors, un menu ce lundi de Pentecôte, bien chargé aujourd'hui. On va évoquer tout à l'heure l'acte 2 de la réunion, de la tentative de réunion de la gauche. Une union de la gauche, est-ce qu'elle est encore possible? On s'intéressera également aux juges qui vont donner à leur tour de la voix. C'est la suite et les suites de la manifestation des policiers la semaine dernière. Une manifestation qui entraîne également une passe d'armes entre Gérald Darmanin et Audrey Pulvar, puisque le ministre de l'Intérieur a décidé de porter plainte contre la candidate socialiste au régional en Île-de-France. Elle aurait tenu, dit-il, des propos scandaleux contre les policiers. Et on apprend ce matin que Audrey Pulvar, elle aussi, porte plainte pour diffamation contre le ministre de l'Intérieur. Et puis on parlera également d'Emmanuel Macron, qui a joué avec les youtubeurs McFly et Carlito dans le palais de l'Élysée. Est-ce que le chef de l'État doit jouer à ce jeu-là? Est-ce que c'était sa place? Effectivement, on en parlera avec vous. Mais on va commencer avec vous quatre, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Michel, je commence avec vous. Et vous vouliez revenir sur cette victoire hier soir. Alors, on va pas parler du match de la victoire de Lille sur le Paris Saint-Germain. Quoique, c'est un petit symbole quand même. Je vais vous en parler. Ouais, il y a un petit symbole derrière quand même qui est intéressant. Mais il y a d'autres choses aussi qui vous ont interpellé, Michel. Dites-moi tout. Absolument. Alors moi j'ai défendu le LOSC parce que je trouvais que le duel avec le PSG, c'était un peu David contre Goliath. Et je trouve quand même plein d'espoir le fait que l'argent roi, pour ne pas dire le fric, ne suffit pas pour réussir dans le sport. Donc ça, je suis très content que LOSC ait gagné. Alors après, hier soir, moi je voulais vraiment... Voilà, je suis triste. Je suis triste pour la France. Je suis triste pour les Français, notamment ceux du Nord, parce que hier soir, pendant les scènes de liesse et déjà sur le terrain, il y avait des joueurs qui portaient un drapeau turc. Il y a eu beaucoup de manifestants qui, encore une fois, saluaient la victoire du LOSC, qui avait un drapeau turc. Alors, j'ai pas tout de suite compris parce que la couleur du LOSC, c'est le même rouge que le drapeau turc. Donc, j'ai pas tout de suite vu que c'était le drapeau turc. Mais il y a eu beaucoup de drapeaux turcs. Évidemment, il n'y avait pas de drapeau français. Bien entendu, il n'y avait pas de drapeau français. Je trouve ça fort regrettable. Il y a aussi un contexte un peu plus particulier, c'est que il y a 2 joueurs du LOSC qui sont de nationalité turque. Ça, c'est très bien. Et moi, je suis pour la diversité et j'ai pas de problème avec ça. Mais il y en a un qui est Youssouf Yassiki, qui est un des 2 stars du LOSC, qui en décembre dernier a rencontré le président Erdogan en Turquie et qui s'est affiché avec joie et bonheur avec le chef de l'État turc. Est-ce qu'on imaginerait Neymar s'afficher avec Bolsonaro, l'actuel président brésilien? Bien entendu qu'il ne le ferait pas, parce que ces personnages, ce n'est pas n'importe qui. Erdogan, c'est un dictateur qui d'abord soumet son pays à un régime vraiment complètement liberticide et qui en plus essaye d'exporter, et malheureusement il y arrive assez bien, notamment dans certaines de nos banlieues, une idéologie islamiste qui est contraire aux valeurs de la République française. Donc moi je regrette qu'on n'ait pas vu quelques drapeaux français et qu'on ait vu un peu trop de drapeaux turcs hier soir dans les rues de Lille. Qui veut réagir à ça, éventuellement, ce mélange, on va dire, à chaque fois ça revient souvent, entre le sport et puis l'identité ou des joueurs ou des supporters. Peut-être quand même François. 3 points. Le premier, d'abord, sur les aspects économiques. L'intervention du Qatar au sein du PSG, il n'y a pas besoin d'en rajouter aujourd'hui. Pour autant, le modèle économique du LOSC
que je trouve que ce club mérite son titre d'un point de vue sportif, mais le modèle économique du LOSC n'est pas non plus la panacée. C'est-à-dire, c'est du trading de joueurs. Ce sont des gens qui achètent énormément de jeunes joueurs pour essayer de faire des plus-values sur eux. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le sport non plus tel que je le conçois. C'est le premier point. Deuxième point, si Bolsonaro a affiché son soutien à Bolsonaro pendant la dernière campagne présidentielle, comme beaucoup d'internationaux brésiliens. Et heureusement que quelques-uns ont été capables de prendre le contre-pied, et notamment Rai, l'ancien capitaine du PSG d'ailleurs, et de la sélection brésilienne, et le frère du docteur Socrates, qui était un footballeur très investi aussi au sens politique et social, qui il y a quelques jours a passé une très belle tribune, très intelligente dans le journal Le Monde. Et puis troisième point, de fait par contre, il y a une instrumentalisation du sport, une instrumentalisation politique du sport en Turquie, très clairement. Je vous renvoie à ce qui s'était passé il y a quelques mois, lorsque la Turquie est venue jouer au Stade de France dans un contexte géopolitique extrêmement exacerbé à l'époque, et il y a eu des revendications avec un salut notamment des joueurs turcs après leur but, qui avait fait couler à l'époque beaucoup d'encre. Donc bon, que les joueurs turcs du LOSC aient voulu célébrer avec leur drapeau national, on peut pas l'empêcher, ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Après, je crois que ce qui est important, c'est pas tant ça que le fait que les supporters de Lille et du Nord, on peut pas leur enlever le fait qu'ils revendiquent que ce soit une victoire de leur équipe, de leur ville, de leur club, et on peut pas leur enlever la dimension patriotique qui est la leur et qui sont chevillés au corps, et je crois qu'ils ont porté également dans sa célébration. Non, mais ce que je veux dire, ce qui est très important, moi m'a décidé à choisir ce coup de gueule, c'est qu'il n'y ait pas de drapeau français. C'est même pas tellement qu'il y ait des drapeaux turcs, parce que certains de nos concitoyens sont franco-turcs ou certains ne sont que turcs. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de drapeau français? Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas, pour beaucoup de jeunes supporters, et dans la sociologie du foot, c'est très prégnant, il n'y a pas d'adhésion aux valeurs de la République, il n'y a pas d'adhésion au drapeau national. Et c'est ça que moi je regrette. C'est ça que je regrette, et c'est ce que je voulais souligner par ma prise de parole. Alors peut-être que ce qui sera intéressant de voir, c'est que quand l'Euro de football va démarrer dans peu de temps, puisque ça va nous occuper médiatiquement pendant 4 semaines, voir si effectivement pas de drapeau français. Je pense qu'il va y en avoir quelques-uns, contrairement à ce que vous dites. Michel, je prends le pari aujourd'hui, mais je peux me tromper, et je pense qu'il y aura une véritable ferveur autour de l'équipe de France avec Karim Benzema, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais par contre, ce que décrit Michel illustre l'influence de plus en plus active de la Turquie en France. Loin du dossier sportif, loin du dossier sportif aussi. Le fait qu'ils reçoivent des joueurs turcs de nationalité turque est un des éléments d'influence de la Turquie en France, mais qui a été en plus déclaré très récemment par Erdogan. Il n'a pas du tout apprécié les propos tenus par Emmanuel Macron, et a dit qu'il intensifierait l'influence des organisations, qu'elles soient culturelles, sportives ou politiques, comme ce qui reste des loups gris en France. Et je n'ai pas l'impression que le gouvernement se saisisse suffisamment de cette influence. Je rappelle que lors des élections présidentielles en Turquie, il y a eu un des plus grands rassemblements à Strasbourg pour une candidature d'un président dans un pays qui n'est pas la France. Georges, puisque vous avez juste un mot sur j'aimerais bien. Oui, sur le sujet, il y a une différence. Vous évoquiez l'Euro et cette compétition hier soir. C'est un petit peu différent parce que ce sera au moment de l'Euro une équipe nationale, donc qui porte le nom de la France. Par ailleurs, on a l'habitude que le sport soit un vecteur de propagande, si on peut le dire. Ce qui est regrettable, c'est qu'en fait, la Fédération française de football ou les organisateurs de cette compétition n'aient pas pensé à prévoir des drapeaux français. Ça s'organise aussi, ce genre de choses. Si on souhaite qu'il y ait de la ferveur autour des drapeaux, encore faut-il qu'ils soient à disposition. C'est quelque chose qui aurait pu être réfléchi, organisé, pour qu'on voit aussi flotter des drapeaux français hier soir.
Alors, on va continuer. Juste une parenthèse. La victoire du Stade Toulousain à Toulouse n'a donné lieu qu'à des drapeaux rouges et noirs, c'est-à-dire ceux la couleur de Toulouse. C'était même d'ailleurs très beau. Et ce qui est d'ailleurs très étonnant, c'est que les joueurs de Lille vont, eux, défiler dans un bus à Impérial, et qu'à Toulouse, on a demandé à tout le monde de rester sagement à la maison. Donc, on voit effectivement aussi comment la crise sanitaire est gérée avec les supporters un tout petit peu différemment. On fera la fête plus tard, a-t-on dit, ici du côté de Toulouse. Alors Georges, Toulouse, c'est la 5e étoile quand même. Bon, ils ont l'habitude de gagner maintenant. Oui, mais on y prend goût à la victoire, je vous rappelle. Georges, justement, vous avez la parole. Quel est votre coup de cœur ou votre coup de gueule de ce lundi matin? Moi, c'était un coup de cœur. C'était ce qui était arrivé. Alors, au début, ça aurait pu être un coup de gueule. Un coup de gueule, oui, c'est pour ça que je demande. À ce livreur, à Laval, qui a été traité de nègre, et on lui a demandé de travailler plus vite en tant qu'esclave. Alors, le coup de cœur, c'est l'indignation en général qui a lieu en France, que ce livreur ait pu aller à la police porter plainte, et je pense que la justice devra lui donner raison, et le fait qu'il a indiqué que c'est la première fois qu'il est victime de racisme en 2 ans de travail. Et donc ça met un taquet à certains qui considèrent que la France est un pays où il y a un racisme systémique. On voit bien que dans cet exemple, c'est le contraire. Et ce qui est indigne, par contre, c'est que certains profitent de ce type d'immigrés, puisque ça fait 12 ans qu'il travaille. Par contre, depuis 12 ans, il n'a pas réellement de sécurité sociale, il n'aura accès à aucune retraite, et il est surexploité par des marchands de travail, des exploiteurs de son travail. Et c'est ça la dignité dans notre pays. Donc c'est un coup de gueule, un coup de cœur sur ce cas qui... Occupons-nous des problèmes sociaux graves qui touchent notre pays de plus en plus, et l'exploitation d'un certain nombre de travailleurs, qu'ils soient français ou immigrés, et un peu moins de questions sociétales qui ne font que diviser. Ce qui est quand même étonnant dans son histoire, c'est qu'il soit encore dans cette situation 12 ans après être arrivé sur le territoire français, qu'une situation. Mais il y en a plein comme ça. Absolument. C'est la durée de traitement des dossiers qui pose problème. Georges, vous ne bougez pas tous les quatre. On vous retrouve dans un instant. On va faire l'info de 11h sur Sud Radio. On va se retrouver. On va continuer de débattre avec vous ce matin sur Sud Radio. Le 10h midi continue. On fait une petite pause. On se retrouve juste après. Et le 10h midi continue. Dans un instant, on évoquera la réunion possible de la gauche. Comment va-t-elle s'en sortir? On va parler aussi des juges qui, à leur tour, ont décidé de faire entendre leur opinion, en tous les cas leur voix, la plainte de Gérald Darmanin contre Audrey Pulvar. Et puis les youtubeurs McFly et Carlito qui ont donc diffusé, comme ils s'y étaient engagés, cette vidéo tournée avec leur pari avec le chef de l'État Emmanuel Macron à l'Élysée. On en était au coup de cœur et au coup de gueule pour l'instant avec nos éditorialistes et débatteurs du jour. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Jérôme Rivière, président du groupe Rassemblement National au Parlement européen et auteur de Tocsin chronique contre les liquidateurs de la France aux éditions Nouvelle Librairie. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, et François Coq, enseignant et essayiste, auteur de L'Impératif démocratique. François, vous avez la parole pour un coup de gueule, ou en tous les cas un coup au cœur presque de ce qui s'est passé ce week-end et ces derniers jours. Oui, malheureusement, il ne faudrait pas que ce soit un mauvais jeu de mots, mais je voulais un coup de cœur, un coup de gueule, puisqu'il y avait hier la marche blanche en hommage et en l'honneur du petit Matteo, qui a été poignardé mardi dernier. Ça faisait suite également au décès d'une petite, de la petite Marjorie à quelques kilomètres de là, à Ivry-sur-Seine, la semaine précédente. Je le dis avec un peu d'émotion parce que j'ai été le prof principal de Matteo il y a 3 ans. Donc c'est quelque chose qui me touche, et c'est à la fois pour rendre hommage à ces gamins qui sont victimes de phénomènes qui ne sont pas des phénomènes de bande. Là, on n'est pas dans des histoires de voyous. On est dans des histoires de gamins, d'adolescents, où les choses dégénèrent. Mais là où je suis en colère, c'est qu'elle dégénère parce que derrière, il y a des choses plus structurelles qui se mettent en place. L'enseignant que je suis depuis 20 ans en zone d'éducation prioritaire, en zone violence depuis 20 ans, voit des phénomènes nouveaux.
qui est notamment le fait que des armes, des couteaux, des tournevis, des armes contondantes sont amenées dans les établissements scolaires. On lutte contre ça, nous autres, enseignants, les équipes éducatives. On essaie de faire en sorte qu'on ne devienne pas les États-Unis. Alors, ce ne sont pas des armes à feu, mais ça reste malgré tout des armes. Et les élèves, les gamins, quand ils sont petits, souvent, on les amène pour impressionner, plus que pour s'en servir. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on amène des armes, la situation fait qu'on perd les pédales, on s'en sert, et on arrive sur des drames pour des personnes qui sont a priori sans histoire. Et c'est ce qui s'est passé sur les deux cas, tant celui dont a été victime la petite Marjorie que pour Mathéo. Et je dois le dire, nous autres, enseignants, sommes désarmés face à cela. C'est-à-dire que dans les établissements scolaires, là où il y a quelques années, il y avait des personnels compétents qui étaient là pour nous aider à traiter ces questions. Il y avait des assistantes sociales, il y avait des infirmières. Tous ces personnels-là ont été externalisés. Et donc nous nous retrouvons enseignants en première ligne sans avoir les outils pour faire cela. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous excluez le gamin 3 jours de l'établissement et il revient. Et il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de suivi derrière qui peut être mis en place et on arrive à des drames qui ont lieu au sein de l'école ou autour de l'école. Et j'aimerais que maintenant, cette politique totalement dangereuse et qui est mise en place au sein des établissements depuis une vingtaine d'années maintenant, qui vise à faire disparaître les personnels qui pourraient traiter en profondeur ces questions-là et qui pourraient permettre aux enseignants de revenir à ce qu'est l'essence de leur métier, que tout cela cesse. Il y en a marre de tous ces incompétents qui se succèdent au ministère de l'Éducation nationale. Nous n'en pouvons plus sur le terrain. Et le pire, c'est que c'est des gamins, des gentils gamins qui en paient aujourd'hui le prix. Ouais. Le coup de gueule de François et puis l'hommage que vous rendez aussi à ce petit Mathéo. Mourir à 17 ans, c'est intolérable. De cette manière, ça l'est encore plus. Vous dites, il n'y a pas assez d'adultes pour encadrer. Et dans cette période aussi de crise sanitaire, hein, tous ces ados, là, aujourd'hui, ils sont quand même dans une situation de fragilité ou en tous les cas de difficulté même psychologique, affective. Il se passe beaucoup de choses dans leur jeune vie, je dirais, pour eux tous. Il faut d'urgence faire quelque chose en termes de présence dans les établissements pour les accompagner, vous dites, François? Oui, tout a été externalisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conseillers d'orientation psychologue, ils sont dans les CIO, ils sont hors des établissements. Les infirmières, c'est pareil. Et on croit quoi? Quand il y a une infirmière entre 12 et 15 ans vont sortir du collège et vont aller voir quelqu'un à l'extérieur. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'ils aient quelqu'un à demeure dans l'établissement qui puisse aller le voir, parce que nous autres enseignants ne sommes pas formés, n'avons pas le temps, les compétences. Nous avons d'autres tâches. On ne peut pas nous mettre toutes les missions aussi sur le dos. Et au final, c'est tout ce suivi-là qui était extrêmement important, qui se faisait encore il y a quelques années et qui aujourd'hui vole en éclats. Et plus ça va et plus on va en ressentir les conséquences. Quelqu'un veut réagir Oui, Michel. Je partage moi ce qui a été dit à l'instant, parce que je crois qu'effectivement les enseignants ne peuvent pas être responsables d'une charge qui est devenue maintenant trop importante, et on manque de l'ensemble des personnels qui accompagnent et qui doivent accompagner le corps enseignant dans leur mission. Il y a un autre élément qui me paraît important, c'est de noter la déresponsabilisation des parents. Aujourd'hui, vous avez quand même une forme d'abandon des parents au corps des enseignants, à l'éducation nationale, de l'éducation de façon générale de leurs enfants. Et je crois que nous avons besoin de les re-responsabiliser. Alors, c'est pas la panacée, c'est un ensemble de solutions qui permettra de ralentir puis d'éradiquer ce phénomène, mais notamment de faire en sorte que la responsabilité civile des parents soit systématiquement engagée lorsque l'on constate ce genre de comportement. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Je crois qu'il faut que lorsque un enfant arrive avec une arme ou un tournevis, quelque chose qui puisse être utilisé comme une arme, il y ait des poursuites qui soient engagées systématiques contre les parents pour que les parents réalisent à quel point c'est de leur responsabilité de veiller à ce que ce ne soit pas, ce que l'enfant ne se déplace pas avec un objet contondant dans un lycée. Je souhaite effectivement pour notre pays qu'on n'en arrive pas à être comme étaient les États-Unis, avec ces portiques métalliques à l'entrée des établissements scolaires. Ce serait un énorme aveu d'échec. Mais je crois que sans que les parents reprennent conscience qu'il leur appartient de veiller à la façon dont leurs enfants se présentent dans les collèges et dans les lycées, nous n'y arriverons pas. Autre réaction sur ce sujet-là, Michel? Non, moi, malheureusement, j'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que, vis-à-vis de François et tous les enseignants, je pense qu'il y a un effet déflagrateur aussi sur l'état d'esprit des enseignants de ce genre de crimes et je pense que ça risque de démotiver beaucoup d'enseignants aussi de rester dans cette belle profession.
parce qu'encore une fois, que ce soit l'assassinat de Samuel Paty, d'avoir des élèves à qui on a enseigné qui se retrouvent assassinés également. Enfin voilà, il y a un effet psychologique dont j'imagine que l'éducation nationale est loin de s'en préoccuper. Et c'est, je trouve, vraiment très inquiétant pour notre société. Oui, est-ce que c'est l'éducation nationale aussi la façon de régler un différend entre adolescents aussi, hein, qui interpelle le monde des adultes que nous sommes, que ça se termine de cette façon-là. On va terminer le tour de table avec vous, Jérôme Rivière. Coup de cœur ou coup de gueule? J'ai une petite idée sur la question, mais je vous laisse la parole, Jérôme. J'avais un coup de gueule parce que et assez énervé en fait après cette émission sur YouTube qui a été diffusée et la façon dont Emmanuel Macron s'est mis en scène avec les deux YouTubeurs McFly et j'ai oublié le nom à l'instant là du deuxième. Carlito. La façon dont et Carlito, voilà, excusez-moi, la façon dont il désacralise la fonction présidentielle. La manière dont il se met en scène, alors même que notre pays est en train de traverser une période particulièrement compliquée, où on voit que l'autorité de l'État est mise à mal dans la rue, dans les établissements scolaires. Se préoccuper, comme il le fait aujourd'hui, d'essayer de faire un coup politique, parce que finalement, c'est ce qu'il dit, il veut casser les codes. Alors, casser les codes, ça fait partie de cette culture de la déconstruction qu'il a mise en place, qui abîme notre pays. Et je trouve que ça n'est pas ce dont nous avons besoin dans cette période-là. Après avoir touché la langue du président de la République, c'est quoi l'étape prochaine? Enfin, on va où? Le président de la République, c'est le chef de l'État, il est le garant de nos institutions, il est le garant de la justice. Il a une fonction clé, c'est la clé de voûte de nos institutions. Si lui-même ne prend pas au sérieux la fonction pour laquelle il a été élu par les Français, ça remet en cause notre modèle. Et là, on arrive à peut-être à un moment un peu tragique de la Ve République, parce que les Français ne peuvent pas prendre au sérieux la façon dont Emmanuel Macron a agi récemment et continue d'agir. Ça avait commencé, souvenez-vous, avec la fête qu'il avait fait au moment de la fête de la musique, qui était d'une façon un peu provocante d'organiser les choses. Son comportement, je ne parle pas de la musique qui était faite, après tout, toutes les musiques sont possibles, mais sa participation avait été un peu choquante. Là, la façon dont il le fait me met très très mal à l'aise et m'inquiète pour notre pays. Alors, on va bien sûr ouvrir ce débat-là puisque c'est un des premiers sujets. On va s'arrêter un court instant. Donc, choqué, Jérôme Rivière, sur cette vidéo réalisée avec les youtubeurs McFly et Carlito que les moins de 25 ans ne connaissent pas forcément. Les plus de 25 ans ne connaissent pas forcément. Les moins de 25 ans, certainement et même sûrement. On va en discuter avec vous quatre. Vous ne bougez pas. On s'arrête un court instant. On revient sur Sud Radio. À tout de suite. Et c'est le 10h midi qui continue en ce lundi de Pentecôte avec nos débatteurs Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Jérôme Rivière, président du groupe RN au Parlement européen et auteur de Tocsin, chronique contre les liquidateurs de la France aux éditions Nouvelle Librairie, François Coq, enseignant, essayiste et auteur de l'Impératif démocratique, et Georges Kuzmanovic, président de République souveraine. Alors, c'est Jérôme Rivière qui a ouvert le bal sur la question de la vidéo qui a été donc diffusée hier avec Emmanuel Macron, avec les youtubeurs, les deux célèbres youtubeurs, McFly et Carlito. Alors je disais que les plus de 25 ans ne les connaissent pas forcément, et Emmanuel Macron s'est livré au jeu des anecdotes. Cette vidéo a été tournée parce qu'ils avaient réussi le défi d'avoir plus de 10 millions de vues pour une vidéo sur les gestes barrières, et c'est ce qu'ils avaient réussi à faire, et auquel cas donc Emmanuel Macron a tourné cette vidéo. Alors on va écouter un court extrait puisque il y a eu pas mal de petites choses variées avec un certain notamment Kylian Mbappé quand Emmanuel Macron lui téléphone. Écoutez. Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ça va? Très bien, et vous? Ça va super. Vous êtes en haut-parleur, je suis avec McFly et Carlito là. Et on vous adore Kylian, bravo, on vous aime. Merci. C'est incroyable. Merci, de fou. T'es un monstre. Comment ça va? Ça va très bien, ouais. C'est un état particulier. Tu nous as fait rêver, je sais pas quoi te dire. C'est vraiment toi? C'est vraiment Kiki, je veux dire. C'est vraiment moi. Comment on peut savoir? Fais un tacle pour voir. Non, mais comment on peut... Oui, on sait que c'est toi, on le croit. Kylian, j'annonçais la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille. Impossible. Ça c'est beau. Yes. Yes.
Oh, j'ai eu Mais peur. par contre, Attends, par contre, là, j'ai... Non, il dit jamais. Impossible d'aller à Marseille. C'est pas dans notre ADN, ça. Non, n'en faites pas Voilà, trop non le- plus, Kylian. Voilà donc l'extrait entre McFly, Carlito, Emmanuel Macron et Kylian Mbappé au téléphone. Alors ajoutons que Kylian Mbappé fait partie des personnalités préférées des jeunes, hein, c'est tous les sondages qui le disent. Donc ce coup de fil, sans doute, messieurs, n'est pas innocent non plus de la part du chef de l'État dans cette vidéo qui s'adresse non pas sans doute aux plus de 25 ans, mais peut-être à la jeunesse. Vous ne croyez pas, Jérôme Rivière? C'est pas ça l'objectif? Peu importe les codes. Moi, mais non, c'est pas peu importe les codes. Le président de la République qui s'adresse à la jeunesse, c'est bien, mais qui s'adresse pour l'élever, pour lui parler de la France, pour lui parler d'un sujet important. Que les jeunes aiment Kylian Mbappé, c'est aussi très très bien, mais je vois pas le lien entre les deux. Il a besoin de démontrer qu'il a son numéro de téléphone. Enfin, il est président de la République française. Moi, j'attends autre chose du président de la République Il française. y a eu d'autres présidents qui ont joué de l'accordéon dans des émissions de télévision, d'autres qui ont reçu des joueurs de football et qui sont allés dans les vestiaires et ont mis c'est différent. Ils ont porté des maillots de foot. Mais de toute façon, là où vous avez raison, c'est que la façon dont la fonction présidentielle est utilisée par les différents successeurs du général de Gaulle ne l'a pas tiré vers le haut. Ça fait un long moment que c'est en train d'être désacralisé. Ça participe de cette déconstruction de l'État français parce que aujourd'hui, la République française, elle tient parce qu'il y a un État, parce qu'il y a une organisation. Cette désorganisation est en train d'effondrer notre pays et je pense qu'Emmanuel Macron va plus loin que n'ont été la plupart des autres présidents de la République. Michel, très honnêtement, il n'avait pas besoin de s'adresser de cette façon-là à Kylian Mbappé. Mais Michel Taubin. Ouais, il y a dans un article de Ouest France qui date d'il y a 1 heure, il y a déjà 7,6 millions de personnes qui ont vu la vidéo YouTube, qui en plus est longue, hein, dure plus de 30 minutes. Moi, je trouve que c'est important de parler aux jeunes. On n'imagine pas à quel point il y a un décrochage, une coupure entre deux France, et notamment une France des jeunes, et notamment cette France des jeunes de banlieue qui ont des codes et qui ont une ignorance des valeurs de la République qui est hallucinante. Mais en revanche, ce que je reproche au chef de l'État, c'est qu'on a l'impression que cette communication au niveau de ces jeunes sert plus à communication personnelle que, évidemment, la mise en valeur et la mise en avant des valeurs de la France. Je vous donne qu'un exemple. La crise du Covid. Pourquoi n'ont-ils pas mobilisé des Neymar, des YouTubeurs dès le déclenchement de la crise pour appeler les jeunes à respecter les gestes barrières, pour appeler les jeunes à comprendre que la meilleure solution, c'était la prévention? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils n'ont pas fait de Neymar, qui est effectivement une star, et pas que pour les jeunes, un des ambassadeurs de la lutte contre le Covid, pour expliquer aux jeunes qui ne respectaient pas les distances nécessaires qu'il fallait absolument le faire pour éviter que la contamination de certains d'entre Ça, je lui reproche. Je lui reproche d'en faire un outil. Michel, ils avaient quand même mis des flyers dans les aéroports, c'était bien déjà. Ouais. Franchement, c'est ça qui m'attriste. Emmanuel Macron, non seulement il est en campagne électorale, non seulement il travaille pour son image, mais en plus il fait pas le job de mobiliser les jeunes quand on en a vraiment besoin, parce que les jeunes ont été des vecteurs de contamination de leurs aînés, et à ce moment-là, on aurait eu besoin des youtubeurs et de Neymar et de nombreux autres artistes. Les youtubeurs, vous pouvez pas dire le contraire. McFly et Carlito, ils ont fait justement une vidéo vue des millions de fois sur la question des gestes barrières. On peut Non, pas mais dire là, qu'ils je se parle sont pas du chef de l'État. Je parle du chef de l'État. C'est le président de la République qui, dès le début de la crise, aurait dû s'entourer de jeunes pour relayer la parole de prévention dès le départ. Et ils ne l'ont pas fait. François Coq, j'aimerais bien vous entendre aussi sur ce sujet-là. Ouais, Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a ce que fait le chef de l'État et à qui il s'adresse. Il y a beaucoup de choses. D'abord, tout le monde a compris que le chef de l'État est en campagne électorale. Ça ne nous a pas échappé que vendredi, il a annoncé le pass culture de 300 € pour les jeunes. Pour les 18 ans. De 18 ans. Il enchaîne immédiatement avec cette vidéo. Donc, il est en campagne électorale sur une partie ciblée de l'électorat. Mais je pose quand même la question, qui paie ? Qui paie cette campagne électorale aujourd'hui, sinon nous autres, les citoyens, une campagne électorale, et c'est là qu'il y a une rupture importante qui s'opère, qui est dépourvue du politique. Parce que l'intervention avec McFly et Carlito, l'objet n'est pas le politique. Il n'y a pas de politique. Nulle part, il y a un message politique et une discussion politique. Autrement dit, c'est uniquement de la promotion personnelle du chef de l'État, ce qui s'appelle de la propagande. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que
je trouve que dans la période, c'est pas très bienvenu. Autant je suis d'accord avec Michel Taube, il faut s'adresser aux jeunes, autant cette façon de le faire en segmentant la population, avec un discours qui est peut-être entendable pour les jeunes, mais qui d'une autre manière n'est pas entendable pour les autres. Très honnêtement, l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, moi, il me met très très mal à l'aise. Voilà. Je me demande ce que le politique vient faire là-dedans, justement parce qu'il en est absent. Eh bien, les jeunes, il y a autre chose à leur dire. C'est une façon aussi de mettre sur le tapis les vraies problématiques des jeunes qui n'ont pas été abordées dans cette émission, qui est la question du logement étudiant, qui est la question des files d'attente pour se nourrir, de la souffrance de tous ces jeunes qui font actuellement leurs études. C'est une manière d'évacuer tout ça et finalement de travestir la réalité de cette jeunesse. Et puis c'est mépriser les jeunes, parce qu'il y a d'autres jeunes qui disent des choses intéressantes aujourd'hui. Des influenceurs qui parlent à la jeunesse, il y en a d'autres, hein, et qui essaient d'élever le niveau de conscience dans la diversité des opinions des uns et des autres. Mais il y en a, je sais pas, prenez Tatiana Ventose, mais c'est pas Tatiana Ventose qui a été voir le chef de l'État, il a été voir des influenceurs qui ne peuvent pas lui apporter de contradiction sur le terrain du politique. Et puis dernier point, et je m'arrête là, c'est que, je viens de le dire, à un moment donné, on est purement sur des techniques de marketing pour viser ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire essayer de faire des vues, de rapporter du monde là-dedans. Mais pour faire ça, c'est la parole politique elle-même qui disparaît. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron est depuis le début de son quinquennat le président qui est celui de l'effacement démocratique. Il est celui qui est en train de propager dans le pays ce qu'on appelle la post-démocratie, c'est-à-dire la démocratie sans le politique, sans le citoyen et sans les sujets d'intérêt général. C'est le sens du politique qui disparaît avec Emmanuel Macron. Il le revendique et aujourd'hui, il met notre démocratie en grand danger. Après, on ne s'attendait pas à une interview politique avec McFly et Carlito quand il leur donne rendez-vous non plus. Hein. C'était, je veux dire, on donne aussi une importance sur le contenu avec cette séquence, mais les deux youtubeurs avaient clairement posé aussi l'idée de rencontrer le chef de l'État, donc il n'y a pas de... C'est le format qui est comme ça, non? Vous croyez pas? Oui, mais c'est Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron en tant que président de la République, de les ramener sur le terrain des valeurs de la République. Il aurait pu faire une séquence... Non, mais sinon, il fait pas un défi avec eux. Enfin, je veux dire, il rentre pas. C'est calculé depuis très longtemps, cette histoire. Non, mais excusez-moi, je ne sais plus le nom de l'artiste qui a fait une superbe toile qui est dans le bureau du chef de l'État, Liberté, Égalité, Fraternité, qui est une œuvre d'art contemporain majeure. Ils auraient pu faire une séquence autour de l'art. Oui. Pour justement éveiller les consciences de nos jeunes. Donner un petit peu de fond, c'est ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord avec François Coq, c'est un scandale que le chef de l'État n'en ait pas profité pour les amener sur son terrain de représentant de la nation. Voilà, Georges, on vous a pas entendu. Georges. Oui, la séquence avec le président de la République, McFly et Carlito, est une honte. Donc Jérôme a raison, c'est un dévoiement de la fonction présidentielle. Et puis surtout, c'est François Coq qui décrit le mieux la situation. C'est un coup de com' politique qui sert une propagande pour une élection présidentielle à venir, mais il ne s'adresse pas aux jeunes. Alors François a parlé... Alors il s'adresse à qui? Non, il fait un coup de com'. Il fait un coup de com' en espérant que cela soit suffisant. Je vous rappelle qu'il a toujours fait. Il l'a fait avec les Gilets jaunes, par exemple. Les grands débats sans jamais s'occuper des dizaines de milliers de cahiers de doléances que les Français ont écrits. On ne sait toujours pas où ils sont et je pense que personne ne les a jamais lus. Là, son problème, c'est que par rapport à la jeunesse, il a un vrai bilan négatif parce qu'il est l'incarnation de 40 années de reculade. François Coq en a très bien parlé tout à l'heure en évoquant ce drame des jeunes qui se maltraitent, qui vont jusqu'à se tuer par manque de moyens dans le système éducatif. Mais c'est généralisé. Il n'y a pas assez de crèches. On n'a pas assez d'enseignants dans le primaire. Chaque année, on rajoute plus d'élèves dans des classes avec des enseignants qui sont moins bien payés que leur contrepartie dans le reste de l'Union européenne. Tous les assistants possibles et imaginables qui aident au cours du soir, ou comme dit François, les infirmiers, les psychologues, tout ça a été éliminé. Regardez l'université, c'est une absolue catastrophe. Et pire, l'avenir de ces jeunes. Là, on a eu plus d'une année de crise Covid grave. Est-ce que, à un moment donné, le président a évoqué le cas de tous ces jeunes qui ne sont pas étudiants, mais qui ont 20, 21, 22 ans, qui viennent de finir un BTS ou un CAP? Pas de travail, pas de perspective, pas de RSA, rien. Laissés tout seuls
avec leur misère, et on voit l'augmentation des suicides, des dépressions, qui ne sont pas liées qu'au fait que les jeunes ne peuvent pas sortir boire un coup. Bon, oui, il y a ça, mais il y a surtout pas d'avenir. Et pour certains, ça devient absolument angoissant. Et il n'y en aura pas. Parce que là, encore plus, il y a l'incarnation de 40 années de néolibéralisme qui l'aggrave, c'est-à-dire la destruction de tout ce qui régule dans notre pays, l'impossibilité de mener une politique protectionniste qui permettrait d'avoir des emplois, des industries en France. Bref, il fait partie d'un courant politique qui prépare un avenir absolument morose dans un contexte de crise grave économique qui suit celle de la Covid à notre jeunesse. Eh ben, il y répond en faisant des claquettes à l'Élysée avec deux jeunes qui sont là pour amuser les jeunes. Ils font très bien ce travail, c'est leur problème, mais c'est de la part d'un président, c'est absolument honteux. Allez, on continue, on referme ce dossier-là parce qu'on va faire une pause dans un instant, désolé. Puis on va surtout, vu l'heure qui tourne, et on a d'autres sujets à aborder, on va notamment évoquer dans un instant cette plainte de Gérald Darmanin contre Audrey Pulvar. Est-ce que cette plainte du ministre contre la candidate socialiste en Ile-de-France à la suite des soi-disant propos que le ministre juge scandaleux, est-ce qu'elle est justifiée selon vous? Et vous réagissez également sur les réseaux sociaux ou sur la page Facebook ou encore sur le fil Twitter de Sud Radio. À tout de suite. Et on continue de débattre jusqu'à midi sur Sud Radio avec nos débatteurs du jour. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. François Coq, enseignant et essayiste et auteur de l'Impératif démocratique. Jérôme Rivière, président du groupe RN au Parlement européen. Auteur de Tocsin chronique contre les liquidateurs de la France. C'est aux éditions Nouvelle Librairie. Et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Alors on va s'intéresser désormais à ce qui s'annonce comme étant visiblement le feuilleton politique de la semaine qui s'ouvre, à savoir cette plainte que Gérald Darmanin s'apprêterait ou a posé, porte plainte contre Audrey Pulvar. Le ministre de l'Intérieur juge les propos de la candidate socialiste sur son jugement concernant cette manifestation des policiers la semaine dernière devant l'Assemblée nationale. Ces propos, le ministre les trouve scandaleux. Alors visiblement, ce sont une série de propos qu'a tenu Audrey Pulvar lors d'une interview, et du coup on se pose la question, est-ce que cette plainte du ministre contre une candidate est justifiée? Alors on rappelle, Audrey Pulvar s'est inquiétée de cette manifestation, elle trouve légitime on va dire les revendications des policiers, mais la manière dont ils ont manifesté, elle a trouvé ça, ces images, a-t-elle dit, glaçantes. Alors précision encore, parce que c'est en cours en ce moment de déclaration de la part de l'entourage de Gérald Darmanin. Il souhaite porter plainte pour l'ensemble ou une série de propos, mais on ne sait pas vraiment lesquels, qu'a tenu la candidate au régional en Ile-de-France. Alors que faut-il penser, Michel, je vous vois sourire, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que cette plainte déjà du ministre, est-ce qu'elle est justifiée? En sachant que Jean-Luc Mélenchon avait parlé de rassemblement de... Je me rappelle que François Mitterrand, lorsqu'il était vivant et acteur politique, avait dit qu'il n'avait jamais porté plainte contre un journaliste ou contre quelqu'un dans l'exercice de la vie politique. Moi, je suis par principe contre les poursuites pénales entre dirigeants politiques, entre acteurs politiques, parce que c'est pas sur le terrain de la justice que ça se joue, c'est sur le terrain du débat politique, du débat contradictoire. Donc, en plus, ça fait un petit peu, je tire sur l'ambulance, parce que Audrey Pulvar, on voit bien qu'elle n'est pas du tout à la hauteur de sa candidature à la présidence de région, et qu'elle est une erreur de casting. En tout cas, j'en suis intimement convaincu depuis... non, mais là, c'est pas Audrey Pulvar, c'est la plainte de Gérald Darmanin. On se pose, est-ce qu'il a raison? Oui. Est-ce qu'il est justifié? Sur le fond, moi je suis plutôt d'accord avec Gérald Darmanin. Évidemment, Audrey Pulvar multiplie les prises de position politiques que je condamne, mais c'est pas de là à porter plainte. Et je trouve cela, à mon avis, ça n'a pas d'intérêt. D'abord politiquement, et en plus c'est pas sur le terrain judiciaire. Alors pourquoi il le fait? Il le fait parce qu'il c'est de la communication politique. À mon avis, c'est de l'instrumentalisation politique. Mais encore une fois, je pense que c'est pas son rôle d'aller devant les tribunaux parce qu'il est en désaccord avec Audrey Pulvar. Donc effectivement, et encore une fois, sur le fond, je suis plutôt d'accord avec lui. Mais ça se joue pas devant les tribunaux qui de toute façon sont engorgés et ça ne sera pas instruit avant des mois, voire des années. Donc, François, ouais, pardonnez-moi. Là encore, il y a plusieurs choses.
Bon, la première, c'est que quand même, Gérald Darmanin est un pied nickelé. Vous venez de nous le dire, Christine, ces équipes sont en train d'essayer de voir actuellement, donc elles sont en train de rétro-pédaler pour savoir quel fait imputer et quelle parole imputer à Madame Pulvar qui pourrait tomber sous le coup de la diffamation. Sauf que l'article 29, il dit qu'il faut une imputation de fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération, et les propos que visait au départ Gérald Darmanin, très clairement, ne rentrent pas du tout dans ce cadre-là. Donc il se rend compte que la plainte qu'il souhaitait poser dès le début repose sur du sable, ne tient pas. Donc on voit que ces équipes aujourd'hui sont en train d'essayer de venir à sa rescousse. Je mets ça de côté. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'ils veulent mettre en place, certes, une procédure Bayon, mais pas tant contre Mme Pulvar, qui ne représente pas un danger politique. Il y a plusieurs questions politiques qui sont posées. La première, c'est que La République En Marche ne va pas exister dans ces élections régionales parce qu'elle ne peut pas gagner en tant que telle. Et en Ile-de-France, c'est ça. Le candidat de La République En Marche est totalement déclassé. Il est donné dans les sondages à la moitié du score qu'avait fait le président de la République en Ile-de-France en 2017. Autrement dit, La République En Marche cherche à exister en créant des polémiques, et en fracturant la société, comme toujours, en deux camps, comme l'avait revendiqué le préfet l'allemand. Là, d'un côté, ils essaient de monter en prenant appui sur Madame Pulvar. Ailleurs, ils font différemment dans les Hauts-de-France. Et puis, sur le fond, en fait, c'est que M. Darmanin cherche aussi à échapper et à reprendre la main, parce qu'il a été très mal reçu lors de cette manifestation du 19 mai. Il a été reçu par des sifflets. Il cherche à reprendre la main parce que la question, et à juste titre, de sa place dans cette manifestation a été posée. Autant on peut discuter de la place des politiques dans cette manifestation, autant celle du ministre de l'Intérieur, très clairement, n'était pas et ne se situait pas à cet endroit-là. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on ne peut pas tomber dans cette judiciarisation permanente des campagnes électorales. Tout cela n'est pas sain à nouveau pour la démocratie. Les opposants politiques ont le droit d'émettre des opinions. C'était le cas de Mme Pulvar. On pense ce qu'on veut des opinions de Mme Pulvar. Les citoyens jugeront en conséquence dans les urnes, mais ce n'est pas à M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, de venir instrumentaliser ça. Je trouve que notre démocratie est vraiment foulée aux pieds par tous les aspects actuellement par ce gouvernement. Jérôme Rivière, vous porteriez plainte pour ce qu'a dit pour ce qu'a dit Audrey Pulvar, par exemple, vous? Non, par rapport aux propos tenus notamment par Jean-Luc Mélenchon, les propos de Mme Pulvar sont relativement moins violents. Elle n'aime pas la police, elle l'affiche très clairement. J'ai participé à la manifestation la semaine dernière, je ne partage évidemment pas ce point de vue. Derrière, je ne vois pas quelle est l'utilité pour Gérald Darmanin de Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle n'aime pas la police? Jérôme, l'ensemble des propos, je regardais l'ensemble des propos qu'elle peut tenir régulièrement sur les forces de l'ordre. Ça n'est pas une personne qui, en tout cas dans son comportement extérieur et dans sa façon de présenter sa vision de la société française, elle considère que la police a tendance à être violente. Elle soutiendrait plutôt l'idée de violence systémique dans la police que l'inverse. Ceci dit, je ne pense pas non plus qu'il faille que la justice soit instrumentalisée par les politiques, notamment par le pouvoir exécutif, pour intervenir au moment d'élections. On est en plein au moment des élections régionales. Les électeurs sauront sanctionner les propos s'ils ne lui plaisent pas. On est, encore une fois, dans la seule chose que sait faire La République En Marche, Emmanuel Macron et sa cohorte de ministres, c'est de la communication. On ne parle pas de fond, on ne parle pas de politique, on parle encore une fois de posture. Et Gérald Darmanin est en grande difficulté avec les policiers. Effectivement, sa présence est très surprenante à la manifestation la semaine dernière. Il est obligé il accepte d'être dans un gouvernement avec un garde des Sceaux qui ne partage pas sa vision de la chaîne de sécurité. Et donc, il prend des postures pour envoyer des petites cartes postales aux policiers en leur disant « Regardez, je pense à vous, je porte plainte ». Plus, sa plainte, elle est relativement mal fondée et je ne pense pas qu'elle arrivera à prospérer. Oui, en sachant que Gérald Darmanin est lui-même candidat dans une région où le Rassemblement national, votre parti, Jérôme Rivière, est aussi en combat politique avec lui. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui un jeu très important qui se joue sur le terrain, aux côtés des policiers, où il y avait des élus qui étaient là, représentés de tous bords. Vous étiez tous bords, sauf la France insoumise. Tout bord sauf la France insoumise, exactement. Absolument. Donc il y avait du monde au chevet, je dirais, des policiers qui demandent des moyens et être entendus. On y reviendra aussi. Georges, on vous a pas entendu également de ce côté-là, sur cette plainte que le ministre s'apprête visiblement à déposer. On ne sait pas encore sur quel propos, mais ça serait visiblement pour diffamation contre Audrey Pulvar. On est à peu près tous d'accord. D'abord, la diffamation n'est pas qualifiée. Et si jamais ils déposent plainte, ils vont jusqu'au bout pour déposer plainte.
Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quel est, à part le coup de com' politique, quel est l'intérêt au final d'annoncer ça? C'est de récupérer, on va dire là. Non, mais c'est de diviser la France. Et diviser la France ou de récupérer les policiers? Non, mais je pense que le projet de communicationnel derrière est de dire voilà, il y a des gens qui sont contre la sécurité, ce qui est assuré par les policiers, et il y a d'autres qui défendent les policiers et la sécurité. Donc, par un tour de passe-passe judiciaire et communicationnel, essayer de faire, d'incarner ceux qui sont pour la sécurité des Français. Bon, ça a été dit, c'est assez faux puisque légitimement, Gérard Darmanin était plutôt mal reçu par les policiers lors de la manifestation à laquelle il n'aurait pas dû être. Là, on a un problème en République. Il est membre de l'exécutif, il ne peut pas aller manifester. Le ministre de tutelle ne peut pas aller manifester avec un corps, en particulier devant l'Assemblée nationale. C'est ahurissant. Ce gouvernement fait absolument n'importe quoi. Allez, on va clore ce sujet-là et on va en ouvrir un autre puisqu'on parle de ces manifestations de policiers. C'est le point de départ de cette nouvelle passe d'armes polémique entre Gérald Darmanin et Audrey Pulvar qui visiblement n'est pas terminée. Mais dans un instant, ce sont les juges eux aussi qui veulent être entendus dans la rue. Ça sera le 12 juin prochain. C'est la suite toujours de cette manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale la semaine dernière. À tout de suite sur Sud. Allez, on est ravis de vous accompagner jusqu'à midi sur Sud Radio avec Michel Thau, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Jérôme Rivière, président du groupe Rassemblement National au Parlement Européen, auteur de Tocsin, chronique contre les liquidateurs de la France, François Coq, enseignant, essayiste, auteur de l'Impératif démocratique, et Georges Kuzmanovic, président de la République souveraine. Alors, on continue de parler des suites, quelque part, de cette manifestation des policiers la semaine dernière, puisque les juges, les magistrats, la justice a été violemment critiquée par les membres de forces de l'ordre. Et bien désormais, l'institution judiciaire, puisque les principaux syndicats de magistrats et d'avocats ont d'ores et déjà prévu de descendre dans la rue. Une grande manifestation est prévue le 12 juin prochain. Ils rappellent leur opposition entre les professions qui résistent difficilement à l'épreuve du réel et surtout ils dénoncent les attaques des responsables politiques. Alors, Jérôme Rivière, vous disiez tout à l'heure que vous étiez descendu dans la rue aux côtés des policiers. Est-ce que vous irez soutenir aussi les juges, les magistrats, la justice française quand elle ira manifester le 12 juin prochain? Le jour où la justice française fera la même chose que les policiers, c'est-à-dire que vous aurez l'ensemble des syndicats qui appellent à venir manifester pour avoir plus de moyens. C'est ce qui est prévu, par exemple. Moi, ce que j'en lis, c'est que c'est surtout un truc organisé par la France Insoumise, le syndicat de la magistrature et la CGT. Donc après, j'attends de voir quels sont les gens. Non, pas la France Insoumise ni la CGT. Écoutez, c'est ce que je trouve, parce que depuis ce matin, en allant sur les réseaux sociaux, là, j'essaie de voir, ou sur les sites d'information, quelle est cette manifestation du 12 juin. Le Rassemblement national ne va pas. Je peux juste terminer sur donc j'attends de voir quelle est la nature de cette manifestation. Si c'était des magistrats, l'ensemble des magistrats, quelque chose de très représentatif, nous souhaitons que la justice française dispose de moyens. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que vous trouvez sain, qu'il y ait cette confrontation directe entre policiers police et justice aujourd'hui pour notre pays? Il n'y a pas de confrontation directe. Aujourd'hui, vous avez une magistrature qui a été hautement syndiquée, qui se trouve dans des difficultés par la composition même du Conseil du CSM, du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons un certain nombre de propositions au Rassemblement national pour modifier les choses, notamment avec non pas une élection par des gens syndiqués, mais la nomination et le choix en tirant au hasard, exactement comme des cours d'assises, les magistrats qui pourraient siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons un certain nombre de modifications que nous proposons pour que la justice soit rendue différemment, qu'elle soit rendue au nom du peuple français, pour les Français, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Derrière, il y a des problèmes réels qui existent, notamment en matière de moyens. Ça fait très longtemps que la justice est l'un des enfants pauvres de la République, alors que c'est l'un des piliers régaliens de notre État républicain. Ce que je trouve effectivement dommage, c'est que dans la façon dont c'est organisé, vous vous retrouvez avec policiers et justice qui se retrouvent face à face, les uns face aux autres. La réalité aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup trop de magistrats qui n'appliquent pas les lois qui ont été votées par les parlementaires, mais qui appliquent leur vision, leur interprétation des lois, avec notamment une volonté de faire de l'individualisation des peines
le moyen pour eux de ne pas faire respecter un certain nombre de décisions législatives. C'était notamment le cas des peines, des peines minimum qui n'ont jamais été appliquées par une volonté de magistrats de ne pas appliquer les choix des élus. Voilà. Donc, une manifestation qui regrouperait effectivement les magistrats de façon générique, on pourrait tout à fait y participer. Là, ce que je vois très honnêtement, vous pourriez donc y participer s'il n'y a pas de... organisé par la LFI, le syndicat de la magistrature et la CGT, excusez-moi. Oui. Alors, Michel Taubin. Comment dire, est-ce qu'on joue pas avec le feu aujourd'hui avec tout ça? Non, mais si on entend c'est pas. Alors là, en l'espèce, c'est pas les Insoumis. Vendredi, dans l'Obs, il y a la conférence nationale des premiers présidents de cour d'appel qui a publié une tribune. Donc c'est quand même, ils sont quand même représentatifs de l'ensemble des magistrats à bien des égards et qui ont effectivement dit leur colère du climat ambiant, de dénonciation de la justice. Et à un moment donné, ils écrivent, il est temps de dire que ça suffit. Bon, donc il y a effectivement un climat, mais je pense que pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Le laxisme de la société française, et notamment le fait qui est encore une fois une singularité française, qu'on ne voit pas dans les pays voisins, le fait de minorer la gravité de l'atteinte portée aux policiers, aux pompiers lorsqu'ils vont dans les cités, cette atteinte physique, cette violence physique contre les représentants de l'ordre, qui est une spécificité française. Malheureusement, les juges français ont participé, ont contribué à sous-estimer la gravité de ces atteintes qui ont été, qui depuis des années sont pratiquées dans notre société. Pourquoi? Parce que malheureusement, trop de jugements, les jugements sont prononcés par des juges. Trop de jugements ont été complètement délétères, ont été complètement laxistes vis-à-vis des atteintes portées, des violences faites contre, et pas que la police, les pompiers, les représentants de l'ordre, des enseignants, comme le disait François Coq tout à l'heure. Et donc, on en est arrivé à ce climat-là parce que la justice a malheureusement contribué à cette déliquescence de l'autorité. Voilà. Et lorsque j'entends des politiques rivaliser de concurrence démagogique pour dire il faut une justice plus dure, etc. Mais c'est pas de leur ressort. Mais alors, je m'adresse, je voudrais savoir, je repose ma question, est-ce que quand on entend dans les slogans le problème de la police, c'est la justice, est-ce qu'on ne joue pas avec une allumette devant un baril de poudre? Je repose la question. François Coq. Non, oui. Il y a une confrontation. Moi, je m'inscris en faux contre l'idée de dire qu'il n'y a pas de confrontation aujourd'hui sur la scène politique et au sein de la société. Il y a une confrontation parce qu'elle est organisée, il y a une offensive qui est menée. Très clairement, le propos que vous venez de rapporter, qui n'émane pas de n'importe où, qui était un propos de tribune lors de cette manifestation des policiers de la part d'un représentant du syndicat Alliance. Ce propos qui dit le problème de la police, c'est la justice, montre qu'il y a une confrontation, et ça, c'est extrêmement dangereux et extrêmement malsain. On ne peut pas laisser opposer d'un côté la sécurité et de l'autre les libertés, en faisant comme si ces deux dimensions-là étaient incompatibles et se faisaient face. Donc aujourd'hui, il faut arriver à sortir de cela par le haut, et je ne suis pas d'accord avec ce que disait Jérôme Rivière. La mission du juge, justement, c'est d'individualiser les peines définies par la loi et de les individualiser en fonction de deux éléments qui sont celui du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, et le deuxième, de la personnalité des accusés. Ça fait partie de leur mission, c'est leur travail. Donc il y a bien sûr une individualisation des peines. Mais encore faut-il que pour ça, les juges puissent être mis dans les conditions qui leur permettent d'exercer ce travail. Et aujourd'hui, ils sont soumis à la pression du politique. Donc la justice, on doit avoir en tant que citoyen un droit de regard sur elle, mais il me semble que la porte de sortie par le haut, c'est pas les manifestations des policiers d'un côté, c'est pas les manifestations dans l'autre sens de l'autre, c'est essayer de reconstruire du commun et du droit de regard citoyen. Et de ce point de vue-là, la tribune très importante, qui est celle qu'évoquait Michel Taubin il y a un instant, qui est celle de la conférence nationale des premiers présidents, elle propose une sortie par le haut. Elle dit, OK, discutons de la question de la justice,
exercez votre droit de regard, exerçons cette redéfinition collective, et il propose des assises pour la justice pénale. Aujourd'hui, on ne s'en sortira pas dans la surenchère sur un sujet aussi important, qui en plus est à ce point instrumentalisé par le politique. Il faut trouver une sortie. Ce que je voulais rappeler, parce que sur l'individualisation des peines. Mais rapidement, parce que Georges ne s'est pas exprimé encore. Il est évident que les peines doivent être individuelles, mais utiliser systématiquement l'individualisation des peines pour refuser de mettre en place une disposition législative, ça c'est totalement choquant. Alors, Georges, est-ce qu'il faut revenir, garder son sang-froid sur ce dossier où on joue avec le feu, là ? Évidemment, il faut garder son sang-froid et le gouvernement ne le garde pas. Il faut bien se rendre compte que ce qui se passe, avoir les policiers qui manifestent et maintenant les magistrats qui manifestent montre l'incapacité de ce gouvernement de tenir ses troupes sur les questions les plus régaliennes. Alors que on les a vus pouvoir travailler en commun. Là, c'est par rapport au laxisme qu'évoquait Michel Taube, qui en vérité est très problématique. Mais je rappellerai la répression des Gilets jaunes, avec des effectifs, en n'ayant pas assez de moyens et pas assez d'effectifs, tant à la police qu'à la justice. Il y a eu dans notre pays 12 000 arrestations, 3 000 condamnations immédiates, 1 200 condamnations à la prison ferme pour des citoyens qui, en général, n'avaient absolument aucun casier judiciaire, n'avaient pas fait de politique. Donc quand on veut ne pas être laxiste, on peut l'être. Mais là, bien évidemment, j'avais manifesté avec les policiers, non pas sur toutes les revendications, et je suis en désaccord total avec le représentant du syndicat Alliance et avec M. Faure, puisqu'il a tenu les mêmes propos, en se rétractant en arrière, mais il les avait bien dit. Mais de la même manière, nous manifesterons, s'ils accueillent les politiques, avec les magistrats, sur certaines de leurs revendications, et en particulier celle du manque de moyens. Il faut-il le rappeler, bien des questions, des tensions réelles entre policiers juste les tensions réelles entre policiers, entre certains policiers et juges, les policiers arrêtant tel multirécidiviste qui ressort parce que la justice n'a pas le temps d'instruire, eh bien c'est, rappelons-le, parce que notre justice est la plus mal financée d'Europe. Nous avons 2 fois moins de magistrats qu'en Allemagne, par exemple, et donc bien des dossiers... 8 500 magistrats pour 67 millions d'habitants. Ne peut pas être suivi. Ma crainte, Georges, c'est que ce ne soit pas qu'une question de moyens. Certes, il manque des places de prison, par exemple, si les peines étaient beaucoup plus lourdes, etc. Mais c'est aussi une question de culture, de culture des juges. Manque de moyens, oui, manque de moyens quand même. Tous les juges ne sont pas bolcheviques dans ce pays. Il y a des juges extrêmement durs qui sanctionnent systématiquement. Je m'interroge. De droite. Donc voilà. Mais par contre, quand bien même ils voudraient le faire, ils n'ont par exemple que 150 places 150 places fermées pour les jeunes mineurs multirécidivistes. Donc en général, on laisse sortir des jeunes multirécidivistes qui, par la loi, ayant moins de 18 ans, ne peuvent pas être mis en prison comme les autres, et donc on crée une petite, mais très, très tragique partie de criminels qui se sentent complètement dans l'impunité. Ça veut dire, juste reviens sur l'aspect politique de cette séquence avec donc les manifestations, la manifestation qui est prévue à l'appel, on le redit, des syndicats de magistrats et des syndicats et en tous les cas des représentants de la profession des avocats. Donc il y a du monde aussi qui est là derrière. Est-ce que les politiques ont leur place dans cette manifestation? Petit tour de table rapide. Georges, vous aviez la parole. Est-ce que les politiques doivent aussi y aller pour les soutenir de la même manière qu'ils ont soutenu les policiers? Moi, je pense que oui, je les soutiendrai, en particulier par le fait qu'ils réclament des moyens pour mener leur mission à bien. Comme les policiers, comme les soignants, comme les enseignants. François. Oui, non, moi je crois que il faudra regarder quels sont les mots d'ordre, mais c'est évident qu'aujourd'hui la justice a besoin d'être mise dans les conditions idéales pour travailler. Elle ne peut pas être l'objet toujours d'un cartade politique. Vous savez, c'est demain, je crois, que va être adopté, si je ne m'abuse, au Parlement le projet de loi confiance dans la justice. Confiance, vous savez, tous les projets de loi, c'est confiance avec ce gouvernement. C'est le serpent K dans le livre de la jungle. Mais enfin, là-dedans, il y a des dispositions qui posent problème aux juges quand même, et ils ont raison, parce que moi, elle me pose problème aussi. Quand on limite, de la manière dont c'est fait, la durée des enquêtes préliminaires à 2 ans, et notamment qu'on va rendre plus compliqué les enquêtes qui sont longues dans le domaine financier,
peut-être qu'il y a des choses qui sont qu'il y a à redire, et peut-être que les juges se prononcent sur cette question-là et que le gouvernement ne les entend pas non plus. Donc le passif du côté de la justice, il est lourd aussi. Et il y a des choses que les juges nous disent sur la manière dont on devrait faire pour vivre correctement et pour traiter les problèmes du quotidien, mais aussi les problèmes de structure au sein de notre société, et que certains ne veulent pas entendre ou mettre encore une fois sous le tapis. Donc il y aura sans doute des choses importantes qui seront dites lors de cette manifestation du 12. 132 000 peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées en 2019. C'est 12 000 de plus qu'en 2015. C'était les chiffres donnés par Éric Dupond-Moretti lors on va dire, des questions au gouvernement la semaine dernière. Et ce sujet-là va revenir, puisque vous l'avez dit, ce projet de loi qui est à l'Assemblée nationale et qui doit être adopté dans les heures qui viennent. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous en ce lundi de Pentecôte. Demain, vous retrouvez bien sûr Valérie Expert. Et dans un instant, c'est Berkoff dans tous ses états, présenté par Arthur Delaborde. Bonne journée.